Alors, à mes côtés, en présentiel, Laurent Champanet, bonjour. Merci Bonjour. à vous d'être ici. Vous êtes le directeur général d'Arts et Métiers et président de la CGE, la conférence des grandes écoles. Et puis, nous avons en distanciel, qui vont apparaître comme par magie dans le cyberespace. Bonjour à vous trois. Anne-Fleur Goll, bonjour. Bonjour à tous. Vous nous Bonjour entendez Thierry. bien, Anne-Fleur? Oui, très bien. Je suis Anne-Fleur, lyonnaise, donc effectivement, les trains annulés. mais il n'y a pas de problème. Vous êtes donc lyonnaise, si mes souvenirs sont bons. Absolument. Et donc, vous êtes resté au chaud chez vous. Vous êtes consultante climat chez Deloitte, mais ce n'est pas pour ça que vous vous êtes fait connaître, puisque vous êtes une diplômée d'HEC qui avait vous-même soumis l'entreprise à un certain nombre d'exigences qui sont soit générationnelles, soit de l'heure du temps. On va y revenir tout à l'heure. À vos côtés, toujours en distanciel, Hippolyte Dalbis. Bonjour. Alors, Bonjour. hop, on va... Voilà, bonjour Hippolyte. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École d'économie de Paris, vice-président du Cercle des économistes, et puis enfin, à vos côtés, Louise Morel. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour, Bonjour à tous. vous êtes députée du Bas-Rhin, démocrate, MoDem. Et merci à tous les quatre d'être là. Alors, vous avez remarqué, hein, le titre de cette table ronde, c'est « Les jeunes, quels jeunes ?» entre les diplômés qui réclament du sens et les jeunes qui aimeraient simplement avoir un emploi. Les aspirations sont diverses. On a beaucoup parlé de bifurcation. Je ne sais pas à qui je veux m'adresser en premier, peut-être à vous, Anne-Fleur. Bifurquer n'est-il pas, pardonnez-moi pour l'expression, un privilège de classe ? Alors effectivement, quand on emploie ces mots au sens individuel, on peut penser que c'est une espèce de caprice d'élite, d'avoir son bonheur personnel, d'avoir du sens. Ça paraît presque romantique. En fait, aujourd'hui, tous les métiers doivent changer. Ils doivent changer très vite et il faut sortir d'un système, je prends les ressources, je transforme, je consomme, je jette. Et donc pour ça, tout le système doit changer. Donc c'est pas qu'on cherche du sens, c'est pas qu'on se cherche une cause comme toutes les générations ont une cause et que celle-ci est autant valable qu'une autre, c'est qu'on n'a plus le choix de faire autrement. Et ça, c'est le cas de tous les métiers. Et face à ce constat, bien sûr, les jeunes les plus diplômés, ils ont peut-être davantage prise sur comment est-ce que ce système fonctionne et comment est-ce qu'on pourrait le faire changer. Mais dans l'énorme majorité des cas, quand on arrive en tant que jeune sur le marché du travail, rien ne dépend de nous. Nous, on n'a pas le pouvoir de décider, ce sont les décideurs qui l'ont. Et donc, on aimerait pouvoir être guidé, pouvoir avoir des postes, des stratégies d'entreprise qui, effectivement, nous semblent à la hauteur de l'enjeu, tout simplement. Laurent, qui est à côté de moi, vous êtes donc enseignant. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme évolution de cette jeunesse, disons, je dirais, depuis 10-15 ans quand on dit les jeunes, quels jeunes? Alors, vous n'êtes pas sociologue, vous êtes plutôt un scientifique d'ailleurs. Exactement, oui. Mais vous auriez tendance à répondre quoi? Et qu'est-ce que vous inspire ce que vient de nous dire Anne-Fleur Goll? Non, pour moi, l'évolution, c'est une certaine radicalité, c'est-à-dire des jeunes qui, effectivement, sur des sujets comme ceux de l'avenir de la planète, du climat, sur l'avenir des entreprises, sont radicaux dans le sens de dire, et Anne-Fleur vient de le dire, il ne faut pas faire des évolutions, c'est la révolution, faut tout jeter, faut tout changer, quoi. Et c'est vrai qu'on a des jeunes qui sont passés à l'action sur leur cas personnel, ils ont changé leur façon de vivre par rapport à leurs parents. Ils prennent plus l'avion, ils jettent quasiment rien, et ils refusent de faire des choses qui les obligeraient à transiger aux règles qu'ils s'imposent et qui leur semblent être les bonnes par rapport à ce qu'il faut faire pour l'avenir de la planète. Et j'ai bien aimé ce qui a été dit avant par c'est Frédéric Dabi, c'est ça ? Oui. Sur le fait qu'ils se posent aussi en conseil et ils veulent donner leur avis, et je pense que Anne-Fleur l'a dit aussi, et ils veulent passer à la décision. Et c'est parfois, pour nous qui sommes un peu plus anciens, effectivement surprenant de voir des jeunes qui vont dire si vous voulez, mais je vais vous conseiller sur comment faire votre métier, quoi. Voilà, donc c'est assez surprenant. De quel droit? Oui, voilà. Donc on admet peut-être qu'on peut faire ensemble, mais voilà, nous on a tendance à dire conseiller des gens qui font leur métier depuis des années, c'est peut-être un petit peu ambitieux et ça peut amener à des erreurs. Mais donc voilà, moi c'est vraiment cette radicalité qu'on voit là, et puis d'autres sujets, mais peut-être qu'on les abordera après, effectivement sur des sujets nouveaux.
qui sont compliqués à appréhender pour nous. Et alors, moi, je représente les grandes écoles. Les grandes écoles, ça forme des cadres pour les entreprises et les organisations. Donc, les sujets qui sont nouveaux pour nous, ils seront nouveaux. Enfin, ils sont aussi nouveaux pour les entreprises. Il n'y a pas beaucoup de décalage de temps. Sur la gestion du temps, en fait, cet après-midi, je préférerais aller au sport. Parce que c'est le bon moment pour moi, et puis je travaillerai ce soir. Et dans les faits, ils travailleront ce soir, et ils travailleront bien. C'est la fameuse circularité dont nous parlait Gilles donc, tout à l'heure. Tout ce qui est détemporalisation, je veux bien travailler le week-end, je veux bien travailler la nuit. Ils sont impliqués, ils feront bien le travail, mais pour beaucoup de gens, ça reste très compliqué dans une organisation globale. Et puis, il l'a dit aussi, quelque chose qui est nouveau et qui va aussi arriver dans les entreprises, c'est la question du genre, et l'importance du genre, du respect de la diversité de genre, et qui sont des choses qui sont très difficile à comprendre pour nous. Il a même utilisé une expression qui est très forte, si vous avez bien entendu, elle fait bande à part, cette jeunesse. C'est pas anodin comme phrase. Et on voit une jeunesse qui est sur ces questions de genre, qui est très affûtée, qui sait beaucoup de choses, et nous on a beaucoup de mal. Voilà. On a fait un atelier à la conférence des grandes écoles sur la diversité de genre. On s'est dit, bon, ça va, on connaît, quoi. Et on était, on était nuls. Voilà, on ne savait rien. Bon, mais vous avez appris plein de choses. Exactement. Alors, Anne-Fleur a commencé à instiller une idée qui était de prendre le pouvoir là où il est. Donc c'est pour ça que je vais me tourner tout naturellement vers Louise Morel. Louise, vous êtes députée. Alors, vous êtes nouvellement députée, mais vous avez concouru à la députation en 2017. Vous n'êtes pas la plus jeune députée de l'Assemblée nationale, de quelques années, mais enfin, vous n'êtes pas la plus jeune. Quelques années. Néanmoins, vous avez... il y a un petit peu d'interférence, mais c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Vous avez décidé de prendre le pouvoir là où il était. Vous vous êtes portée candidate et puis vous avez été élue, donc vous êtes députée du Bas-Rhin. J'allais vous poser une question de vieux. Est-ce qu'il y a une manière jeune d'exercer le pouvoir? Est-ce qu'il y a une nouvelle manière d'exercer la fonction d'élu de la nation? Oui, bonjour à tous, merci de me recevoir et merci pour votre question. C'est un sujet qui me passionne d'ailleurs, la question que vous posez, parce que il y a le temps de l'élection, il y a le temps où on est élu, et il y a tout le temps en amont aussi où on se prépare et on se dit finalement, est-ce qu'on y a une place? Est-ce que véritablement on peut se présenter? Comment ça va se passer par la suite également? Moi, ce que j'ai toujours considéré, la question que vous posez, c'est la différence entre d'un côté l'exercice du pouvoir et la question de la légitimité à la table des négociations. Moi, j'ai toujours considéré que la jeunesse, et c'est d'ailleurs la raison de mon engagement aussi au sein du groupe démocrate, qui était de dire, je pense que la société civile a quelque chose à apporter à la politique et que l'Assemblée nationale est la représentation, c'est de la maison des citoyens, et donc c'est la représentation de tous les visages de l'Assemblée, les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, et donc quand on fait des croisements, il y a aussi des jeunes femmes, il y a aussi des jeunes hommes qui font partie de cette Assemblée nationale et qui ont toute la légitimité pour se poser les bonnes questions par rapport à nos politiques publiques. Un point que j'aime bien préciser aussi, c'est de dire qu'on évalue toutes les politiques publiques, mais on est surtout là pour poser les bases de ce qui va arriver ensuite. Et je vous raconte une anecdote, mais hier, je discutais avec une députée de mon groupe politique qui disait, voilà, moi je me bats pour mes enfants alors que toi tu te bats pour ton avenir. Et je trouvais qu'elle avait assez raison, et c'est en ce sens déjà que sur le plan de est-ce qu'on est légitime ou pas, je pense que oui complètement, oui à se présenter, oui à y être, oui à être à la table des négociations. Après, l'autre partie, c'est comment on l'exerce une fois qu'on est élu. Et je pense que là aussi, il y a une manière différente. Je peux échanger de manière régulière avec d'autres députés, d'autres groupes politiques qui ont moins de 30 ans. Et c'est vrai qu'on a un rapport différent, notamment à la communication, au partage, peut-être un plus grand sens de, je dirais pas d'écoute dans le sens où les autres ne le sont pas, mais de manière de faire de la politique. On utilise plus les réseaux sociaux, on fait plus facilement des vidéos, des réunions de travail, on invite plus facilement aussi un certain nombre de représentants de la société civile à l'Assemblée nationale qui n'auraient pas forcément tribune auparavant pour s'exprimer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles manières de faire de la politique, oui. Après, je ne veux peut-être pas être trop longue, ça dépend de quelle était l'orientation plus précise de votre question, mais bien faire la distinction entre ces deux aspects. Alors quand on est jeune, on s'excuse d'être trop long, alors quand on est vieux, on ne s'excuse pas d'être trop long. C'est vrai aussi. Hippolyte Dalvis, vous aviez écrit en 2017, alors ça remonte, 2017, c'était le Moyen-Âge, il s'est passé tellement de choses depuis, mais néanmoins, vous aviez signé une tribune dans Le Monde qui s'intitulait « Pour en finir avec le cliché
de la jeunesse sacrifiée. Vous faisiez d'ailleurs à l'époque le constat d'un conflit dénué de sens finalement entre une génération dite privilégiée du baby-boom et les jeunes de la Gen Z. Est-ce que vous auriez toujours la même attitude, le même regard sur ce que vous écriviez à l'époque? Bon, je vais essayer d'être court alors. Attendez, merci pour la no question. pressure. En tout cas, vous m'aviez bien prévenu, donc je vais faire de mon mieux. C'est vrai que c'était en 2017. Depuis, récemment, il y a la réforme des retraites. Et donc, très souvent, dans le débat, on retrouve un petit peu cette idée que des vieux boomers bénéficient de cette réforme. Et évidemment, pendant la période Covid, il y a eu aussi beaucoup ces éléments qui ont été avancés. Il y aurait eu une jeunesse qui aurait été sacrifiée au profit des plus âgés. Moi, mon sentiment, finalement, il n'a pas tellement changé. Je pense que finalement, chaque jeunesse a l'impression d'être un petit peu sacrifiée. Ou peut-être, le mot est un peu fort, mais pour être plus précis, en fait, je dirais qu'elle a le sentiment d'être incomprise. D'accord ? Que ce soit évidemment la génération d'aujourd'hui, mais vous voyez, la génération des années 90, c'était pas forcément très marrant non plus avec la découverte du sida. Pensez aux boomers, lorsque eux-mêmes ont fait 68, ils avaient vraiment l'impression d'être incompris. Puis si on remonte même loin dans le temps, ça peut aller jusqu'au 19e siècle. Alfred de Musset, il disait qu'il était arrivé trop jeune dans un monde trop vieux. Et donc finalement, c'est un sentiment qui est assez partagé par toutes les générations. Et puis alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ces personnes, lorsqu'ils vieillissent, en fait, ils vont développer une certaine nostalgie pour leur jeunesse, et puis ils vont adhérer à cette idée que c'était mieux avant. Et donc finalement, ils vont épouser la thèse de la nouvelle jeunesse, et ils vont être convaincus que c'est plus dur aujourd'hui pour les jeunes. Alors, et ça a été dit, je pense, par Anne-Fleur Groll, bien sûr, et puis par d'autres gens juste avant. Évidemment, chaque génération, c'est assez simple, a ses défis qui lui sont propres et qu'elle doit surmonter. Et d'ailleurs, c'est bien en définissant comme ça des nouveaux défis sociétaux ou environnementaux, comme dans le cas présent, qu'elle va se construire. Et voilà. Et bien sûr, les autres générations ont eu leur combat. Je veux dire, dans les années 70, rappelez-vous de l'opposition à la guerre du Vietnam sur les campus américains, mais il y a eu beaucoup d'autres finalement combats. Si on pense en France, ça peut être l'indépendance financière, la participation au marché du travail des femmes, c'est une véritable révolution. Il y avait aussi une révolution en matière de fécondité. Pensez que la pilule en fait n'est que légale en France que depuis 67. L'accès aux grandes écoles, je pense qu'on peut en parler aussi ici pour les jeunes femmes. Je pense qu'à Polytechnique, c'est 73 de mémoire, qu'il y a une première femme qui rentre dans une grande école. Donc je veux dire, il y a des combats et je dirais que voilà, il ne faut pas forcément comparer les combats, et c'est pas ce qui est fait dans ce panel qui est très, très posé, je trouve. Voilà, c'est que mais les causes d'avant sont pas forcément moins nobles. Alors, donc, un point très simple, évidemment, je pense qu'on ne gagne rien en opposant les générations. Au contraire, c'est ensemble qu'on avance. Évidemment, ceux qui sont moins jeunes doivent écouter la jeunesse. Nous, c'est ce qu'on fait typiquement au Cercle économiste. Tous les ans, il y a 150 jeunes qui sont invités aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Là, on lance une grande conversation et potentiellement 25 000 jeunes qui vont participer à cette grande conversation numérique. On va créer des groupes de travail, des thématiques, et lors des rencontres d'Aix, en fait, c'est les conclusions, si vous voulez, de ces différents groupes de travail, les conclusions finalement de la jeunesse vont être discutées et présentées pour que ce soit pas juste une conversation, mais que ce soit aussi un engagement à réussir, un engagement à changer les choses. On a le sentiment à vous écouter tous les quatre, et peut-être que c'est un peu ce qui se dégage de cette ref aujourd'hui. Alors peut-être que je suis exagérément optimiste, mais enfin qu'il y a la nécessité d'une collaboration et d'un dialogue entre les générations. Anne-Fleur Groll, vous avez été projetée d'emblée dans un monde d'adultes. Vous dites, ce monde, je ne l'ai pas choisi. Est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté, et est-ce que vous avez le sentiment que ce dialogue peut se nouer, ou est-ce qu'il faut y aller, je dirais, un peu plus à la Pyrrhus, et est-ce qu'il faut y aller de manière un peu plus brutale pour se faire entendre? Est-ce qu'il y a une méthode pour que ce dialogue puisse s'engager? Moi, je pense effectivement que ce dialogue, c'est évident qu'il est nécessaire, parce que comme je le disais tout à l'heure,
aujourd'hui, ce ne sont pas les jeunes qui sont au pouvoir. Et on n'a pas le temps d'attendre 20 ans que des personnes qui sont convaincues parce qu'ils sont jeunes ou parce qu'ils ont grandi dans un autre monde arrivent au pouvoir et fassent les changements. On n'a pas 20 ans aujourd'hui. Donc effectivement, cette conversation générationnelle, elle est tout à fait nécessaire. Et pour moi, elle passe par la formation. Aujourd'hui, moi, dans mon travail et dans mon quotidien en tant que militante, je rencontre beaucoup de gens de toutes les générations qui ne sont pas formés, y compris parmi les dirigeants, y compris parmi vraiment beaucoup de gens qui ne comprennent pas la teneur des enjeux, qui ne savent pas ce que sont les limites planétaires, qui ne savent pas pourquoi exactement est-ce qu'il faut changer de système économique et qu'est-ce qui pose problème actuellement. Enfin, on comprend bien qu'il y a un problème, mais sur le fond des choses, ils ne sont pas formés. Donc effectivement, pour moi, ça passe par de la formation. Ça passe par expliquer, par une compréhension profonde des enjeux environnementaux, de pourquoi est-ce qu'on a ce niveau de radicalité. Franchement, c'est pas une position agréable. C'est pas du tout quelque chose qu'on fait par plaisir de vouloir transformer le système économique. C'est pas très sympa. Donc en fait, si on n'avait pas à le faire, si on n'avait pas cet impératif psychologique et économique de se dire c'est pas possible que les choses continuent comme ça, on ne le ferait pas. Donc en fait, il y a vraiment une importance fondamentale à comprendre pourquoi est-ce que certains jeunes peuvent se montrer extrêmement radicaux, comprendre pourquoi des scientifiques ne veulent plus faire leur travail, parce que ça fait des années qu'ils parlent avec le langage des scientifiques, que sont les publications, que sont les rapports, et qu'ils ne sont pas entendus, et donc aujourd'hui ils se tournent vers des méthodes plus radicales, parce que ça fait des années qu'on dit tout ça et que c'est pas entendu. Donc dénoncer aujourd'hui la radicalité des jeunes, franchement, alors que d'autres méthodes ont été employées pendant des années et qui n'ont pas été entendues et qu'on continue à s'enfoncer dans ce qu'il ne faut pas, c'est se tromper de débat, c'est continuer à ne pas voir l'éléphant au milieu de la pièce, et c'est surtout faire preuve de lâcheté face à l'éléphant au milieu de la pièce que représente la transformation nécessaire de notre système économique. Et là-dessus, les jeunes ne pourront pas le faire seuls. C'est un défi beaucoup trop grand pour être résumé à c'est l'enjeu générationnel de la génération Z, comme toutes les générations ont eu leur combat. Non, c'est l'enjeu de tous les actifs d'aujourd'hui. Et surtout des dirigeants. Ah bah je pense que c'est pas un parti pris très fort que de dire que c'est le plus gros enjeu face auquel on se trouve aujourd'hui, d'arriver à re-rentrer dans un système qui est compatible avec les limites planétaires. Parce que sinon, je vais pas rentrer dans un parce que sinon, vous connaissez les conséquences que ça pourrait avoir. Merci. Vous avez évoqué l'enjeu de la formation, donc forcément ma transition est toute trouvée. Je vais me tourner vers mon voisin de gauche. Elle était dirigée vers le voisin de gauche. La balle est dans votre camp. Quand je dis de gauche, on s'entend. La balle est dans votre camp. On a le sentiment, en écoutant Anne-Fleur, que d'une certaine manière, on est vraiment dans du reverse mentoring et que vous avez aussi, vous, à apprendre. Et pourtant, c'est vous qui avez en charge d'enseigner. Alors, comment on gère cette contradiction ? Non, mais en fait, on est complètement d'accord tous les deux. Peut-être que ça ne paraît pas, parce que par rapport aux rappels historiques qui ont été faits avant, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, la question des limites planétaires, on la constate, et on ne peut que constater que les générations anciennes ont échoué sur ce sujet-là. Et donc effectivement, et je pense que c'est l'idée que défendent les écoles, c'est qu'on constate qu'on a devant nous une jeunesse qui est engagée. Quand je parle de radicalité, c'est-à-dire qu'elle est prête à faire des changements brutaux. On a des défis planétaires, on a une urgence qui est incroyable. Et moi, ce que j'ai apprécié dans le discours qui a rendu Anne-Fleur connue à HEC, c'était le côté, elle ne disait pas dégagez, vous avez rien compris, on va faire. Mais d'ailleurs, elle est chez Deloitte. Voilà, elle disait. Pardon, Anne-Fleur, je me permets de parler à votre place. Donnez-nous plus de place, donnez-nous plus de décisions, mais vous qui avez une certaine expérience, accompagnez-nous, mais laissez-nous en place pour décider. Et nous, ce qu'on constate en termes de formation, on a une jeunesse qui, effectivement, et ça a été dit par Madame la députée, a des capacités différentes de traitement de l'information, d'acquisition de l'information. On doit l'aider peut-être à faire la synthèse de cette information, mais on doit se mettre dans une position différente peut-être de la façon dont les générations ont interagi avant. Et c'est le sens du dialogue que les écoles ont avec les employeurs. Il faut absolument donner du pouvoir rapidement à cette jeunesse-là et l'accompagner dans des transformations que cette jeunesse saura faire de manière rapide. Il
je reste avec vous 2 secondes parce qu'il y a un vrai enjeu de temporalité à vous entendre. Bon, avant, globalement, un avant peut-être un peu fantasmé, mais on mettait du temps à faire carrière. Aujourd'hui, l'idée est de prendre le pouvoir ici et maintenant. Tout à fait. Et je pense que voilà, il faut que les générations plus anciennes que nous sommes admettent leur échec et passent la main à ces C'est hyper générations. fort ce que vous dites. Oui, mais j'en suis convaincu. Mais ça se voit. Peut-être pour compléter, si possible. Alors, si vous souhaitez nous donner le pouvoir plus vite, Mais pourquoi déjà, vous pas. avez pris la parole, Mais, Sharon Fleur, donc allez-y. Et ensuite, je voudrais quand même poser une petite question à c'est Louise Morel. pour moi, c'est pas exactement ce que je disais. C'est au contraire, vous avez le pouvoir aujourd'hui, très bien. Ne perdons pas forcément de temps avec 1000 transitions de pouvoir, etc. Mais en fait, prenez des décisions qui sont cohérentes vis-à-vis de ça. C'est-à-dire nous, on n'est pas nés en sachant faire ces trucs-là. On s'est formé à un moment, et donc c'est pas nécessairement de donner le pouvoir à d'autres gens. C'est que les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui prennent des décisions qui vont dans ce sens. Et donc c'est pas seulement un aveu d'échec. C'est décider autrement. C'est pas forcément rendre le bâton de qui a le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est transformer la manière dont on l'utilise. Alors, Louise Morel, non seulement vous êtes le législateur, en valeur absolue, la législatrice, disons, en plus vous appartenez à la majorité, donc vous avez, je dirais, les moyens, mais cette génération a souvent reproché à ses aînés de ne pas légiférer de manière suffisamment forte, et en gros, je dirais, pour caricaturer, de traîner le pied. Est-ce que vous avez envie, vous, au sein de cette majorité, d'être vecteur d'accélération ? On a énormément parlé de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été une grande promesse accouchant de petites modalités. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Oui, alors plusieurs choses sur tous les points que vous évoquez. Premièrement, je réponds à votre question. Bien entendu qu'on souhaite être les vecteurs du changement, sinon on ne s'engagerait pas. Par contre, je ne reprendrai pas vos termes sur la Convention citoyenne sur le climat, parce que ça a été quand même avant tout un nouvel exercice de démocratie participative inédit. Ça n'existait pas avant. Et je crois que dans une démocratie, il faut aussi que le temps que les choses soient mises en place. Moi, je me méfie énormément de tous les sujets de radicalité, de dire que les jeunes qui prennent les décisions, ou de dire, par exemple, qu'on n'est pas allé trop loin pour un certain nombre de sujets. Quand on fait de la politique, c'est important aussi de savoir faire les choses étape par étape et de reconnaître l'importance de la pose des premières pierres. Et c'est pas parce qu'on n'est pas allé au bout que tout est à jeter. La Convention citoyenne sur le climat, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre. Moi, j'appartiens à une majorité. Pour autant, bien entendu, j'aurais aimé que l'une ou l'autre, en plus, soit mise en place. Mais c'est pas pour autant que je reconnais pas le travail qui a été mis en place par les personnes qui nous ont précédés, par les autres députés, par les autres élus. Je suis démocrate aussi, j'appartiens à ce groupe-là. Et pour moi, la radicalité, même si j'entends bien entendu l'urgence climatique, et je la partage et j'appartiens à cette génération, moi, je crois que cette radicalité, aujourd'hui, elle divise plus qu'elle rassemble. Dans la manière dont sont faites nos politiques publiques aujourd'hui, elles sont faites dans des cadres qui sont très précis, très réglementaires. Pour vous donner qu'un exemple, je le cite souvent, l'épine dorsale de notre démocratie, on a énormément de textes législatifs, mais en réalité, c'est le règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat qui dit quelle place on donne aux oppositions ou pas, de quelle manière sont organisés les débats. Et ce règlement, il évolue de manière très très lente et il ne peut évoluer que par la place que les députés en place peuvent lui accorder. Donc les formations, c'est très bien, on en reçoit toute la journée d'ailleurs, ça me permet aussi de le dire. Moi, ma boîte mail, je suis bombardée de 100, 150, 200 mails par jour qui m'envoient des newsletters, qui cherchent à m'informer. La question, c'est plutôt comment ceux qui souhaitent faire changer les choses s'intègrent à la table des négociations, gagnent des élections, des municipalités, des communautés de communes, des départements, des régions et ensuite des élections législatives et sénatoriales également. Et c'est là où on peut véritablement changer les choses. Alors, tout le reste est important, mais moi, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité m'engager en disant il y a ce qu'on peut faire en faisant pression et il y a ce qu'on fait quand on est dedans. Et au niveau de cette jeunesse, moi, je regrette énormément quand j'ai fait la campagne électorale, qu'on ait 40% des moins de 25 ans qui ne sont pas allés voter aux élections législatives, aux élections présidentielles, parce que la question, c'est aussi comment on peut porter des personnes qui nous représentent, qui représentent le monde de demain, si dès le départ, on n'est pas sur la ligne pour partir, quoi. Et donc, moi, j'appelle plutôt à dire, rapprochez-vous aussi de la politique, même
aussi un grand chantier à mener sur la modernisation des institutions, mais on pourra y prendre part dans le cadre de tous les cercles, que ce soit militants, que ce soit des cercles de pensée, que ce soit des cercles de débat. Il faut qu'on modernise les institutions pour les rapprocher, mais à terme, il y a un endroit où on est dans un système de démocratie représentative et il faut aussi le respecter parce qu'on élit des personnes qui nous représentent, qui prennent des décisions selon des règles en vigueur et si on veut les changer, alors il faut être à la table des négociations. Vous parliez à l'instant, Louise Morel, des lieux du débat. Hippolyte Dalbis, vous évoquiez vous-même le cercle des économistes, les rencontres économiques d'Aix. On sait qu'au Forum économique mondial, il est énormément question de transition. Nous sommes ici au MEDEF et on ne parle que de jeunesse et de transition écologique. Quel est, d'après vous, le rôle et peut-être même le devoir des cercles d'avant-garde comme ceux-ci dans le caractère locomotive, je dirais, d'entraîner le reste de la société, et en particulier de la société civile, vers ces nouveaux modes de transition? Évidemment, donc moi je crois à l'écoute, je crois à la conversation, je crois à l'avantage qu'on peut avoir des points de vue différents. Néanmoins, même s'il faut écouter la jeunesse, je pense qu'il ne faut pas nécessairement tomber dans un certain jeunisme, si vous voulez. Il ne faut pas nécessairement tomber dans une caricature où il y aurait seule la jeunesse qui serait au courant des problèmes environnementaux, alors que tous les autres ne comprendraient rien. Actuellement, je suis au ministère des Finances, donc il y a régulièrement des gens qui viennent jeter de la peinture ou s'enchaîner devant le ministère pour nous alerter en fait de l'urgence climatique. C'est tout simple. Je veux dire, bon, je n'ai pas de souci vis-à-vis de ça, mais c'est Anne-Fleur approuve. Non, mais simplement, je veux dire, les politiques aujourd'hui sont pensées en fonction d'objectifs climatiques, mais d'objectifs sociaux et puis d'objectifs financiers aussi. Mais la dimension climatique est là. Je veux dire, dans les entreprises, la dimension climatique est aussi là. Il y a des milliers d'ingénieurs qui travaillent à essayer de trouver des solutions, etc. Donc, c'est pour ça que je trouve que finalement, on ne doit pas tomber dans une espèce de caricature et que justement, la conversation, c'est avant tout l'écoute de l'autre. Alors, voilà, les plus jeunes qui écoutent les plus anciens réciproquement. Oui, j'entends bien. On touche à la question de l'engagement. On s'est souvent posé, alors je vous rassure, et on verra ça à la fin, le MEDEF est très sensible à ces enjeux-là, et on parlera d'engagement dans d'autres refs. On vient de rappeler, peut-être avec vous, Laurent, que cette jeunesse vote peu. Elle a néanmoins d'autres manières de s'engager. Mais néanmoins, en démocratie, on a quand même besoin d'aller dans un bureau de vote et de mettre un bulletin dans une urne. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de l'ordre, alors pardon pour le terme sans doute galvaudé, mais de crise démocratique, et comment la résoudre ? C'est un sujet qui nous interroge parce qu'effectivement, on constate ça dans les écoles aussi. Il y a beaucoup d'activités de vie étudiante qui souvent avaient l'habitude d'engager beaucoup d'étudiants dans des actions collectives. Et on voit qu'aujourd'hui, et en particulier cette génération qui a passé beaucoup de temps confinée, a du mal il y a toujours des acteurs étudiants très engagés qui essaient de mobiliser les autres et qui ont du mal à le faire. Et on voit effectivement tout un tas de jeunes étudiants qui sont assez isolés, qui du coup présentent des difficultés d'interaction sociale parce que c'est pas forcément qu'ils n'ont pas envie de s'engager, mais qu'ils ont aussi des difficultés à le faire, et l'histoire qu'ils ont traversée a fait. Et c'est vraiment un challenge pour nous de formation, ou peut-être même d'éducation, que d'essayer de ramener ces jeunes-là dans un collectif, surtout dans l'idée que l'action dont il y a besoin, ça doit forcément être une action collective. Louise Morel, alors vous avez une particularité, c'est que vous êtes baignée dans le monde politique depuis toute petite, puisque je crois que votre mère est élue municipale depuis bien longtemps d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez un tips, comme on dit maintenant, pour raccrocher précisément les wagons de cette génération avec le monde politique qui en est bien éloigné ?
Oui, là où je rejoins Anne-Fleur Goll, c'est aussi la question de la formation. Je reprends sur un autre thème, mais c'est comment on peut la transmettre. Moi, pour ma part, c'est vrai que j'ai baigné dans l'univers de l'engagement sous toutes ses formes d'ailleurs, hein, pas que politique, puisque moi, au niveau de ma famille, ma mère, elle est maire d'une commune de 135 habitants. C'est pas ça qui fait qu'on est particulièrement député. Il y a 34 000 communes en France. Tous les fils et filles de maire ne deviennent pas députés, sinon on n'aurait plus de place dans l'Assemblée nationale. Mais c'est pour dire aussi que au-delà de ça, le fait d'appartenir bien entendu à une famille qui est plus globalement engagée dans la vie d'un territoire, d'un petit village, d'une commune de montagne, bien entendu, on se soucie des autres et ça ne m'a pas empêché après de faire des études, des belles écoles, etc. Ah, mais j'entendais pas que c'était un atavisme particulier, loin de moi l'idée. C'est pour dire que d'un côté, bien sûr que ça compte, mais c'est pas que ça, parce qu'après, quand j'étais dans des écoles différentes, moi j'ai aussi été déléguée de promo et autres dans un certain nombre d'établissements, les autres élèves n'avaient pas forcément ce cadre d'engagement très fort qui était marqué en amont. C'est plus comment on le transmet et qu'est-ce qu'on en fait. Après, moi, ce que je constate aussi aujourd'hui, c'est que c'est toujours possible de donner envie, mais c'est vrai que là, pour avoir mené une campagne législative, pour ma part, dans le Bas-Rhin, donc une circonscription, c'était 79 communes, territoire principalement rural, petits villages et bourg-centre, bien en réalité, il y avait entre 100 et 150 militants, beaucoup de jeunes militants aussi, prêts à s'engager, mais de manière ponctuelle. Et c'est pareil dans beaucoup d'associations quand j'échange au quotidien. On ne veut pas être trésorier, on ne veut pas être vice-président, on ne veut pas tenir l'association en tant que telle, mais on veut bien donner un coup de main de manière ponctuelle. On veut bien aller à la Croix-Rouge ou au Resto du Cœur le samedi, mais on n'a pas envie d'être ceux qui font les papiers pour demander un espace un espace public, demander un chapiteau, nettoyer les tables avant. Tout ça, on n'en a plus envie. Et c'est peut-être là où on s'interroge sur le rapport. C'est pas tant à l'engagement, mais c'est sur la constance de l'engagement dans le long terme et notre fidélité à un certain nombre de convictions et de valeurs. Anne-Fleur Goll, je l'analyse plutôt comme ça. Merci. Anne-Fleur Goll, le mot de la fin sera pour vous. Désolé, on est pris par le temps. Vous êtes consultante climat le jour, militante, pardon pour le terme, radicale la nuit. Comment assumez-vous cette apparente contradiction ? Alors moi, je le vois absolument pas comme une contradiction. Je défends absolument toujours la même chose, c'est-à-dire que on met en place un système social, économique, financier qui soit compatible avec les limites planétaires pour qu'on puisse continuer à vivre, tout simplement. Et du coup, ça, je le fais d'une part par mon choix de carrière, et ça a été ça qui m'a amené vers l'écologie. C'était pas du tout des engagements politiques qui ont précédé ça, c'est de me dire, bon, c'est probablement le plus gros enjeu auquel on fait face, quitte à investir 8 heures par jour de travail dans quelque chose, ça me semble être une bonne idée de le faire là-dedans. Et c'est ensuite en découvrant, en me formant petit à petit, que j'ai pris la mesure des événements et qu'au fur et à mesure, j'ai progressé là-dedans. Et donc, je le fais par ma vie professionnelle. Je travaille principalement avec des banques, avec des acteurs financiers pour dire, voici comment est-ce qu'on va changer les rouages du système, comment est-ce qu'on va faire en sorte que les prêts aillent plus facilement à des entreprises qui ont mis en place un plan de transition qu'à des entreprises qui ne l'ont pas fait, et à quel taux. En fait, ça, c'est des mécanismes qui sont hyper forts. C'est des mécanismes qui vont faire en sorte que les entreprises vont mettre en place des plans de transition. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui a énormément de puissance. Donc, c'est pour ça que je fais mon métier. Et par ailleurs, j'ai été effectivement un peu projetée sur la scène du militantisme par ce discours, et qui ne fait que dire ce que je pense et ce pourquoi je fais mon métier. Donc moi, je vois absolument aucune contradiction. Je vois différents moyens d'action qui sont tous complémentaires. Le militantisme, la recherche, être dans le monde professionnel, être élu, comme le soulignait Louise Morel à l'instant, c'est différentes manières de pouvoir s'engager, et on a tous une place dans notre société, dans notre monde économique aujourd'hui, par notre métier d'abord, ensuite par notre pouvoir de citoyen, etc. Et c'est exercer ces activités pour faire en sorte qu'on puisse continuer dans un monde durable. Et c'est en tant que dirigeant, exercer son pouvoir de dirigeant sur qui on embauche, quel poste on crée, quelle stratégie d'entreprise on met en place, etc. Dans cet objectif-là. Et donc, pour moi, il n'y a aucune contradiction parce que c'est ce que je porte. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Anne-Fleur Goll, Laurent Champanet, Hippolyte Delbis, Louise Morel. Merci à vous d'avoir participé à ce débat trop court qui méritera évidemment beaucoup de développement. Merci encore à tous les quatre. On se retrouve dans quelques instants.